Bonjour tout le monde, je fais ce live saut du lit donc à 12h17, car aujourd'hui le saut du lit s'est caractérisé par un rebond et retour dans le lit. Pour celles qui écoutent ça en replay ou qui me connaissent pas, je suis Laure, j'ai fondé Les Aventurières et je suis business coach pour les femmes entrepreneurs qui veulent des business exponentiels dans la jouissance et dans les résultats. Je vous fais cette vidéo ce matin parce que ça fait quelques jours que, avec des clientes, on discute d'un concept qui est revenu plusieurs fois, qui est le concept de « est-ce que tu te vends comme un rouleau de PQ ?» Je m'explique sur cette analogie. Donc en fait, je vais vous prendre directement le cas de deux clientes pour que ce soit vraiment très très concret. Donc j'ai deux clientes qui travaillent d'une façon vraiment très différente. Une qui est dans le marketing et qui a vraiment quelque chose de très spécial dans la façon dont elle visualise une marque, dont elle travaille une stratégie et une identité visuelle de marque, et une autre qui travaille dans le rapport à l'image, dans le rapport à soi. Elle travaille à la fois sur les vêtements, donc avec la méthode de Flora, la métamorphose, et aussi avec des soins qu'elle combine en fait les deux ensemble. Ça fait un mélange complètement incroyable et complètement inédit. Et elle travaille vraiment sur tout le corps et le rapport qu'on peut avoir à son corps. Je vais rentrer un peu plus dans les détails tout à l'heure. Et toutes les deux avaient un point commun, qui est qu'elle se rendait pas du tout compte de la spécificité de ce qu'elle faisait. Alors pourquoi on se rend pas compte de la spécificité de ce qu'on fait? Des fois parce que on n'a pas identifié cette spécificité du tout. On s'est mis sur le marché, on a créé ce que les clients demandaient, on s'est vendu tout de suite comme en rentrant dans la case de ce qu'on faisait. C'était le cas pour mes clientes, hein, en tant que directrice marketing externe et puis en tant que du coup thérapeute conseillère en images. Elles étaient rentrées dans les cases un peu de ce qu'on attendait de ce métier-là. Et elles n'avaient pas pris conscience en fait de la spécificité vraiment qu'elles apportaient à leur métier toutes les deux. Qu'est-ce qui fait aussi qu'on ne se rend pas compte de la spécificité de ce qu'on fait? Ben là, c'est là où le coaching est utile, c'est que c'est quelque chose qu'on fait naturellement et que souvent on va avoir tendance à dévaloriser. Et aussi, on a l'impression que il faut que ça soit quelque chose de complètement unique. Genre, si on n'a pas inventé Airbnb, on n'est pas en train de faire un truc innovant. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se vend comme un rouleau de PQ. Donc, qu'est-ce que c'est se vendre comme un rouleau de PQ? C'est se vendre comme un bien de consommation. C'est-à-dire que un rouleau de PQ, c'est quelque chose de remplaçable. Une marque ou une autre, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont une fidélité incroyable à une marque de PQ. La seule marque de PQ qui peut créer cette fidélité à laquelle je pense, c'est, je sais même plus leur nom d'ailleurs, ceux qui avaient créé le mythe que soi-disant on pouvait s'essuyer avec une seule feuille de leur rouleau tellement il est épais et incroyable. Donc là, ils étaient clairement, c'était drôle parce qu'ils sont sortis justement du marché de la façon de se vendre comme un rouleau de PQ. Ils ont proposé quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, se vendre comme un rouleau de PQ, c'est se vendre comme un produit vraiment de consommation, de base, un truc dont on a besoin, mais ça ne fait pas super plaisir de l'acheter non plus. Et donc du coup, on se dit, la concurrence est rude, hein, plus le prix va être bas, plus le consommateur va être susceptible de choisir ce rouleau-là parce qu'il est moins cher. La bataille, c'est finalement, en termes de différenciation, c'est de se retrouver sur la bonne étagère. Donc, de balancer des pubs Facebook comme un porc ou d'être présent partout pour qu'on voit mon truc, mais sans avoir réfléchi à la valeur originale de ce que j'apporte, juste parce que plus on va me voir et plus j'ai de chance d'être sur la bonne étagère et qu'on attrape mon paquet de rouleaux au passage. Évidemment, c'est un positionnement extrêmement faible, c'est-à-dire qu'on va être menacé par toute nouvelle arrivée sur le marché. Par exemple, vous êtes photographe et vous n'avez pas vraiment de spécificité, de quelque chose de différent. Un nouveau photographe qui arrive sur le marché, il se met 10 euros de moins cher que vous. On va même imaginer que vous avez une boutique et qu'il se met dans la boutique d'à côté. Il fait la même chose mais en 5 euros de moins cher. Voilà, vous êtes un rouleau de PQ. Donc de toute façon, si j'ai la même chose ou quasi, ou qu'en tout cas je suis pas capable de comprendre la différence de ce que vous m'offrez et que le voisin fait la même chose à moins cher, je vais aller chez le voisin. À moins d'être ultra fidèle, d'être attaché à ce petit photographe de quartier et je connais sa famille et machin, et donc du coup je peux pas lui faire une infidélité. Mais même là, même dans le cas d'une clientèle ultra fidèle, au bout d'un moment, s'il y a la même chose à côté pour moins cher, c'est un peu délicat de continuer à justifier ce positionnement-là. Donc ça, c'est typiquement du marché rouleau de PQ. Et ce qui est cruel, et je le dis avec beaucoup d'amour parce que moi-même,
Quand je me suis lancée, j'ai eu du mal à comprendre ma valeur, j'ai eu du mal à comprendre ce que je faisais de différent. Donc du coup, je me vendais aussi comme un rouleau de PQ amélioré en essayant de faire des effets d'annonce. Typiquement, le rouleau de PQ, voilà, c'est aussi, je vais faire des images, je vais mettre des motifs sur mes rouleaux, comme ça les gens voudront les acheter. Mais c'est pas de la valeur ajoutée pour les gens, on s'en fout complètement de se torcher avec des petits canards ou avec je sais pas, juste des feuilles blanches normales. Alors, quelle est l'alternative à ça, évidemment, puisqu'on n'a pas envie de rester dans ce marché de rouleaux de papier toilette. L'alternative, c'est d'imaginer, de se penser comme un service irremplaçable. Irremplaçable à plusieurs niveaux. Irremplaçable parce que c'est cette personne ou pas une autre. Donc, je vais vous le montrer sur Instagram parce que j'ai eu cet exemple il n'y a pas très très longtemps. Il y a une photographe dont on m'avait parlé il y a quelques temps qui s'appelle The Quirky. Et donc, j'espère que je vous la retrouve rapidement. Quirky. Béatrice de Quirky, voilà. C'est une photographe de mariage. Et elle a, voilà, une ambiance très particulière dans ses shots. Donc, c'est vraiment, on est sur un côté un peu publicité, quelque chose d'un peu vieux, mais de très sauvage. Je vous en montre plusieurs pour que vous voyez. Je sais qu'il y a des reflets, c'est un peu pourrave. Et donc, elle a vraiment une ambiance décalée, un peu vintage, décalée, aventurière. Bref, si on aime ce type de photo, on peut pas aller chez quelqu'un d'autre. Elle est irremplaçable, Isabelle The Quirky. Parce que je sais que je veux cette ambiance-là. Et franchement, je vois pas dans les devantures d'autres photographes de mariage des choses qui sont similaires. Donc, si j'ai entendu parler d'elle, parce qu'on m'a dit, mais attends, ces photos sont magnifiques, elle a 12 000 et quelques followers sur Instagram, je la vois, je me projette dans ces photos de mariage, je peux pas me marier et prendre un photographe qui va me faire la cruche à côté de la fontaine à Bellecour. Il n'y a pas de fontaine à Bellecour, mais bref, de la fontaine de l'hôtel de ville. Je suis irremplaçable parce que mon positionnement est irremplaçable. Qu'est-ce que ça veut dire d'être irremplaçable? Très important, ça veut dire que je polarise. Si je suis irremplaçable pour certaines personnes, il y a d'autres personnes qui vont pas du tout se reconnaître là-dedans, qui vont se dire mais c'est nul, mais moi je n'ai pas du tout envie d'avoir des photos, c'est cucu, c'est saut dans le vide avec une robe rouge sur un fond de montagne islandaise, c'est pas possible, je peux pas, moi je trouve ça ridicule, je rejette. Donc quelqu'un qui est irremplaçable, c'est quelqu'un qui a une posture affirmée. Ça vaut dans tous les métiers. Donc c'est une posture affirmée, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont rentrer vraiment en amour avec vous, qui vont trouver c'est exceptionnel et qui vont avoir hyper envie de bosser avec vous. Ce sera irremplaçable pour eux. Et puis il y a d'autres gens qui vont trouver ça débile, qui vont pas avoir envie de prendre le risque et qui eux vont aller acheter un rouleau de PQ à la place. C'est ok, il n'y a pas de problème. Ou qui vont aller chercher quelque chose d'autre qui est irremplaçable pour eux. Donc le positionnement irremplaçable, ça commence déjà par accepter que ça va pas du tout plaire, et c'est même le principe de base. Il y a les gens que je cherche à attirer, mais ça va aussi activement repousser les autres. En gros, si je caricature dans l'idéal, dans un positionnement irremplaçable, il y a les gens qui m'adorent, il y a les gens qui me détestent, mais personne ne reste au milieu en disant « je sais pas, peut-être ». Vous savez, ce truc qu'on fait quand on va dans un magasin, qu'on n'aime pas vraiment ce qu'on a vu et qu'on est là « je vais réfléchir, c'est pas mal, je vais réfléchir ». On revient jamais. Pas mal, c'est horrible, c'est un rouleau de PQ, pas mal. C'est ouais, ok, ouais, très bien. Je m'en fous complètement en fait. Le truc irremplaçable, c'est, je vais prendre un exemple de robe parce que j'ai essayé des robes il y a pas longtemps, mais c'est la robe qu'on met sur soi, on la voit, on veut être enterré dedans. On veut plus jamais sortir de cette robe. Elle est géniale, elle est confortable, elle nous va bien. On a l'impression d'être on renvoie exactement l'image qu'on veut renvoyer, ou je sais pas, ça dépend des occasions. On se projette dans cette robe dans une situation, on veut plus en sortir. C'est la robe irremplaçable. On est là-dedans, dans un positionnement irremplaçable. Dans un positionnement irremplaçable, les gens viennent pour toi. Donc on sort de cette logique qu'on avait dans le premier positionnement PQ, où on vient, on se demande ce que les gens veulent, et on crée ce que les gens demandent. Alors, je sais que c'est confusant parce qu'en marketing, on dit beaucoup d'écouter le marché. Et effectivement, on ne peut pas vendre des choses si on n'écoute pas ce que veulent les clients. Mais le danger, c'est d'écouter uniquement ce que veulent les clients. Donc là, je pense à une autre cliente qui est venue me voir, qui avait une boîte qui marchait très bien.
et qui en pouvait plus de sa boîte. Elle avait envie de jeter sa boîte à la poubelle, clairement. On a bossé ensemble pendant une séance, c'était hyper intéressant. Et en fait, ce dont elle s'est rendue compte, c'est qu'elle avait créé une boîte qui correspondait uniquement aux désirs du marché et pas du tout à ses désirs, à ses talents profonds. Donc, elle était en positionnement rouleau de PQ, même si c'était un rouleau de PQ qui se vendait très bien. Du coup, elle était malheureuse parce que il n'y avait pas d'elle dans cette boîte. Il y avait juste un positionnement habile, malin à un moment sur un secteur de marché et puis un bon réseau pour que ça fonctionne. Mais il n'y avait pas son expression à elle. C'était pas la photographe que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, dans ce positionnement-là, la cliente, en plus, ma cliente en l'occurrence, souffre parce que comme elle n'a pas trouvé ce qui la rend irremplaçable, comme elle n'a pas osé le créer, elle n'a pas pris le risque d'être affirmée et du coup de polariser les gens, bah finalement, elle répond aux besoins du marché. Elle est remplaçable, donc elle est quand même sur des prix assez, voilà, niveau que tout le monde pratique, un petit peu plus cher éventuellement, mais pas beaucoup. Donc elle est pas non plus en abondance financière de ouf, et en plus elle se fait chier. Donc voilà, la totale. Et donc le marché, quand vous êtes irremplaçable, il vient pour vous. Il vient pour vous spécifiquement et il va pas aller frapper à la porte d'à côté. Il peut peut-être pas se payer vos services tout de suite. Il va peut-être se dire ah oulala, là c'est trop cher pour moi, mais c'est tellement vous qui veut en fait que c'est un client qui va être capable d'économiser et de dire je reviens, c'est pas grave, je fais un plan, je reviens dans 3 mois, dans 6 mois. De toute façon c'est toi ou personne. Voilà, donc on est sur un positionnement beaucoup plus puissant, beaucoup plus affirmé. Ce qui est très intéressant et qui peut paraître paradoxal, c'est que dans un positionnement au prix, on attire des clients qui cherchent le prix le plus bas. Et c'est pas que les clients sont forcément des cons qui négocient au rabais, etc. J'ai plus de batterie. C'est que on est sur des... on leur a pas donné beaucoup d'autres éléments. Quand on a un rouleau de PQ, que notre seul argument, c'est de dire je suis le rouleau de PQ le moins cher avec 3 feuilles d'épaisseur. Mais ils achètent ça. Et du coup, s'ils rentrent à la maison et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a 2 feuilles et demie d'épaisseur, ils pètent un boulard et ils se disent, mais attends, mais ça va pas ou quoi? Tu m'as vendu un rouleau de PQ avec 2 feuilles et demie, tu m'avais promis un 3 feuilles, je veux rembourser. Et toi, tu te dis, oh, putain, mais il me demande un remboursement alors que c'est déjà le rouleau le moins cher de tout le marché. Donc ça, c'est typiquement une logique où on est tellement remplaçable qu'en plus, on crée des tensions avec les clients parce qu'ils viennent pas pour les bonnes raisons. C'est normal, on n'a pas pris le temps d'identifier les bonnes raisons. Donc, dans un positionnement irremplaçable, c'est l'inverse qui se passe. Les clients viennent pour nous, ils viennent pour ce qu'on fait de très spécifique ou ce qu'on dégage pour eux d'unique. Et donc, du coup, ils sont pas dans ce positionnement de ah, vas-y, c'est trop cher. Ils te disent ah, waouh, ça les vaut. Moi, j'ai eu souvent des clientes qui m'ont dit ok, je vois, on a discuté ensemble, je sais, ça les vaut. Par contre, là, tout de suite, maintenant, j'ai pas les moyens. Et c'est OK pour moi parce que je sais que j'apporte aussi de la valeur dans mes contenus gratuits. Je peux l'orienter vers des choses déjà que j'ai faites et qui sont utiles. Je peux lui donner des ressources. Et c'est une cliente que je cherche en qui moi j'investis jusqu'à ce qu'elle puisse investir en moi en fait. Donc là, on est sur un positionnement où on assume sa valeur et donc on assume que les clients viennent pour nous. Ils peuvent pas toujours se payer ce qu'on fait. Mais c'est OK, c'est pas grave. Ils peuvent économiser. Ils savent pourquoi ils sont là. Et ça, c'est déjà en termes de transformation, en termes de fidélité, en termes de bonnes relations, quelque chose de beaucoup plus puissant que j'ai pris ce rouleau parce que j'arrêtais pas de voir sa pub Facebook et du coup, il était pas trop cher. Je me suis dit que je faisais une bonne affaire. Ensuite, au niveau du prix, avoir un positionnement irremplaçable, ça veut pas forcément dire qu'on est hors de prix ou qu'on est les plus chers du marché. Comme je disais tout à l'heure, il y a des PQ qui sont haut de gamme, il y a des PQ qui coûtent plus cher. Ça n'empêche pas que on reste sur quelque chose d'assez comparable et que du coup, on est juste sur un PQ plus cher pour une raison ou pour une autre. Quand on est irremplaçable, c'est comme si on était un peu sorti de ce marché-là. On a créé une niche de soi-même, des services et des offres qu'on fait. C'est pas parce que c'est irremplaçable que c'est forcément extrêmement cher. Bien sûr, un positionnement irremplaçable, ça aide à avoir des prix plus haut de gamme, mais on peut aussi être irremplaçable et choisir d'avoir des prix de débutants parce que simplement on se lance et que du coup on sait qu'on est en train d'affiner notre positionnement. Donc ça c'est super important parce que je sais que dans cette communauté il y a des gens qui commencent tout juste ou qui recommencent, qui avaient leur activité, qui se rendent compte que ça marche pas super bien et qui cherchent un deuxième souffle ou se relancent avec un positionnement un peu différent. Ça n'est pas parce que vous êtes débutante que vous pouvez pas avoir un positionnement irremplaçable, que vous pouvez pas affirmer très fort qui vous êtes. Quand j'ai choisi de me lancer en tant que coach,
Donc j'avais déjà 3 ans d'expérience en tant que consultante, on va dire marketing, où je créais des programmes en ligne marketing. Par contre, j'avais jamais coaché avec toute l'exigence et la posture que ça demande. Et donc mon positionnement, c'était de dire, je sais, il y a des choses que j'amène de mon background marketing. Je me suis rendu compte que filer que des outils marketing, ça suffisait pas à faire une transformation, parce qu'on a des blocages internes. Je découvre le coaching qui est absolument exceptionnel pour aller chercher et débloquer ces blocages internes et donc libérer aussi beaucoup d'énergie pour aller créer des projets. Par contre, je suis une coach débutante. Je suis une coach débutante qui coûte très cher. C'était mon positionnement et j'étais très honnête là-dessus. Je suis une coach débutante qui pratique des prix pas débutants parce que j'investis énormément en moi, je suis supervisée, je suis extrêmement exigeante dans mon coaching et de toute façon, mes clientes qui veulent plus travailler avec moi, on peut arrêter. Mon deal, c'était aussi que c'est très facile d'arrêter de travailler avec moi. Et au début, j'ai des clientes qui ont commencé et moi, j'avais des problèmes de cadre ou de posture ou quoi que ce soit. Ça me permettait de beaucoup progresser. Mais même si elles avaient des résultats, j'ai des clientes qui sont parties. Et puis, ça faisait partie de l'apprentissage et j'ai choisi d'avoir vraiment une transparence. C'était assez inconfortable d'avoir beaucoup de transparence là-dessus, d'expliquer ce qui se passe dans l'apprentissage, en fait, et de comment on fait pour garder des bonnes relations avec des clientes qui choisissent de partir. Ce positionnement-là, il était hyper riche pour moi. Il m'a permis d'être enrichie petit à petit, parce que j'ai découvert aussi que mes clientes aimaient beaucoup le côté confrontant. Alors moi, j'aurais jamais identifié ça comme quelque chose de vendeur, mais j'ai eu plusieurs fois des clientes qui me disaient, en fait, je viens vers toi parce que je sais que tu vas pas me laisser me bullshiter et je me rends compte que ben voilà, je me suis menti à moi-même et que pendant plein de temps, je suis partie dans des trucs. Je me suis entourée de gens qui m'encourageaient, qui me caressaient les blocages dans le sens du poil, et je sais que toi, tu vas pas faire ça. Coucou. Du coup, j'avais ce positionnement-là. Mes clientes m'ont renvoyé le fait que ça, pour elles, ça faisait partie de quelque chose qu'elles trouvaient très intéressant, qu'elles trouvaient unique et qu'elles venaient chercher chez moi. Donc, ça a enrichi ma prise de conscience de ce que je faisais. La deuxième chose qui a enrichi, c'est que j'ai fait évidemment, comme tout le monde, d'un extrême à l'autre. Je venais du marketing, j'ai découvert le coaching, j'ai rejeté le marketing en masse, genre ah non mais moi le marketing, je veux plus en entendre parler, le consulting c'est nul, là là là. Je fais que du coaching. J'ai fait mes apprentissages comme ça, et puis là je me suis rendu compte que quand même mes clientes elles avaient besoin de marketing quoi, et qu'à un moment je peux pas les coacher, c'est-à-dire aller chercher la solution à l'intérieur d'elles si elles n'ont juste pas la connaissance, l'outil qui va. Et donc j'ai commencé à remélanger les deux, et là c'est ce qui est en train de s'alchimiser pour moi. C'est vraiment cette proposition de valeur que je me rends compte qui est très unique, parce que je vois pas de gens, quand je regarde autour de moi, à part mes collègues et les gens avec qui j'adore bosser, je vois pas de gens qui font ça à ce niveau-là d'exigence, de travailler à la fois sur son ego, sur son positionnement, sur sa posture. Moi, j'adore les questions de posture, les questions de pédagogie, comment on fait pour que les gens qui travaillent avec nous, ils aient des vrais tilts, qu'ils aient une vraie transformation. C'est juste passionnant pour moi. C'est passionnant pour moi de le voir chez mes clients. C'est passionnant pour moi de voir mes clients le faire pour leurs clients. Donc, mélanger ce travail vraiment de l'intérieur, état d'esprit, ego, blocage, inconscient, tout ce boulot-là, mélangé avec ce qui vient du marketing, c'est-à-dire le truc très jouissif, très joyeux de, mais une fois que j'ai sorti tous ces talents, tous ces trucs géniaux, que je réveille tout mon potentiel et toute mon énergie, mais comment ça rencontre l'extérieur? Et du coup, ce que je vois dans le marché autour de moi, c'est des gens qui sont très très bons sur le travail mindset intérieur inconscient, qui sont relativement orientés quasi thérapie ou alors coaching très court sur un objectif ben voilà, très très rapide. Des gens qui sont excellents sur le marketing, qui poussent à l'action, à l'action, à l'action, qui ont des tonnes de méthodes, etc. Voire, alors là, ils sont rares, qui sont bons en marketing stratégique et pas en marketing opérationnel. Je vois surtout du très bon en marketing opérationnel, donc action, 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 ce que moi je faisais avant. Mais qui du coup bossent pas du tout sur l'intérieur, sur l'ego, donc ils projettent leur propre blocage. Ça sent le succès sauce revanche sociale ou revanche familiale ou je sais pas quoi, et donc du coup ça crée beaucoup de frustration, et il n'y a pas eu de moment où la personne elle a bossé sur sa propre jouissance, et donc du coup ça peut se péter la gueule assez vite, ou alors ça marche et c'est encore pire, ça devient la prison dorée. Et je vois pas en fait de gens qui font les deux, c'est-à-dire qui bossent très bien sur l'intérieur parce que eux-mêmes ils se font le travail hyper inconfortable et exigeant d'aller se regarder, de bosser sur leur ego, de bosser sur leur mécanisme, et qui en sortant
les talents, la jouissance de la personne, toute l'énergie, toute l'unicité de cette personne, se demande comment on fait pour que ça rencontre le marché et pour créer une stratégie marketing complètement unique et sur mesure qui rencontre les deux univers en fait. L'écosystème qu'il y a autour de moi, qui comprend mes clients, mes partenaires, etc. Et l'écosystème à l'intérieur de moi, l'univers de possibilités et de jouissance qu'il y a à l'intérieur. Je vois pas en fait de gens qui font les deux et qui sont très bons sur les deux. Et donc c'est ultra excitant pour moi parce que je vois que sur ce positionnement-là, il y a quelque chose d'unique. Ça m'a pris 4 ans pour arriver là, pour comprendre, pour expérimenter beaucoup de choses et pour comprendre que c'était un positionnement très unique et très précieux. Donc, c'est mon point suivant. Un positionnement irremplaçable, c'est quelque chose qui se crée dans le temps. Ça mérite qu'on y porte de l'attention, ça mérite qu'on bosse dessus. Ça va pas forcément arriver comme ça. Peut-être qu'au début, le positionnement unique, il sera sur des choses qui vous paraîtront... c'est des avantages que vous avez, mais on n'est pas encore sur vraiment l'essence, l'unicité de ce que vous êtes. C'est logique, ça demande aussi un travail sur soi qui est assez exigeant pour aller chercher ça. Et dernier point, c'est quelque chose qui évolue. C'est quelque chose qui va évoluer avec vous. Moi, je sais que ce positionnement qui est juste pour moi aujourd'hui, il va continuer à s'enrichir, à s'approfondir. Je fais ce geste-là parce que j'ai tellement pris conscience qu'à l'intérieur de moi, c'est un univers infini que du coup, je sais que la richesse de cet univers va continuer à porter ses fruits et que je vais continuer à pouvoir aller chercher tout ça et que ça va influencer l'évolution de ce que je fais avec mes clientes aussi. Alors, maintenant, comment on fait je vais vous prendre l'exemple de ma cliente qui est directrice marketing. Donc, elle a depuis toujours une façon de fonctionner hyper différente. Et puis après, je conclurai en vous donnant des pistes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je conclurai en vous donnant des pistes sur comment on peut commencer à trouver ce qui est très spécifique chez nous. Donc, ma cliente, elle vient à moi, elle travaille avec un client, un gros client qui lui rapporte franchement quasiment tout son chiffre d'affaires de l'année. Très bien. Donc, elle se sent déjà un peu en insécurité parce que son chiffre d'affaires repose principalement sur un client. Et en plus, c'est pas un client avec qui c'est l'énorme extase de travailler. C'est sympa, mais c'est pas l'énorme extase. Et on travaille, donc bref, on a bossé sur plein de choses. Et là, récemment, on est arrivé au moment où on peut comprendre et saisir vraiment ce qu'elle fait d'unique. Il y a quelque chose chez elle, dans sa façon de travailler. Elle a vraiment, celles qui connaissent la métamorphose de Flora Douville, c'est une façon de comprendre un peu notre essence, notre mode de fonctionnement vraiment de base. Elle fait l'inverse. En fait, elle va dans les entreprises, elle comprend l'essence d'une entreprise, vraiment ce que la personne a voulu faire, même si la personne qui l'a créée ou l'équipe qui s'en charge n'est pas capable de l'expliquer correctement. Elle travaille avec des très grosses boîtes, avec des très petites boîtes. Elle capte l'essence de ce truc-là et elle l'incarne. C'est comme si elle lui donnait un corps dans une identité de marque et dans une stratégie ensuite marketing. Et du coup, quand elle essayait de m'expliquer, elle me disait, mais c'est des trucs qui collent à la peau parce qu'en fait, ça leur va tellement bien que du coup, ça enthousiasme, ça donne de l'énergie. On pourrait jamais échanger un logo contre un autre. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de comme on pourrait pas échanger mon corps avec celui de quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça que je suis. Elle arrive à créer cette sensation-là avec une identité de marque et une stratégie marketing. Donc c'est un petit peu mystique, on va dire, à comprendre, mais c'est vraiment quelque chose d'ultra spécifique. Quand elle en a parlé, on était 4. C'est dans un moment de groupe. Tout le monde était là. C'est génial. On a tous envie que tu travailles avec nous et que tu fasses ta magie, que tu fasses fonctionner ta magie sur nous, que tu utilises ton outil et la façon dont tu bosses pour nos marques, parce qu'on sentait la valeur ajoutée énorme. Qu'est-ce qui se passe pour elle? En fait, elle fait ça depuis toujours. Elle a toujours fonctionné comme ça. Elle est hyper visuelle, donc elle comprend ça normalement. Donc elle comprend en fait pas pourquoi les autres ne font pas ça. Deuxièmement, quand elle se vend en mode rouleau de PQ. Donc, rouleau de PQ haut de gamme, on est d'accord, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un rouleau de PQ peut être très cher. Donc là, elle est en positionnement rouleau de PQ haut de gamme. Pourquoi? Parce que dans le marketing, les choses sont chères. Donc en fait, les boîtes payent cher pour avoir une bonne directrice marketing. En plus, elle a des très bons résultats aussi dans l'opérationnel, même si c'est pas ce qu'elle adore faire. Donc du coup, elle est en positionnement rouleau de PQ. Elle se vend comme une très bonne directrice marketing externe. Elle vient dans la boîte, elle fait une mission. Elle redéfinit des choses et puis à la fin, ils ont des résultats, ils sont contents, elle s'en va. Pourquoi c'est problématique? D'abord parce que ça fait un peu chier quand même. Et ensuite parce que comme elle n'a pas conscience du génie, de l'incroyable qualité et unicité de ce qu'elle fait, ses clients non plus en ont pas conscience.
Donc, parce qu'elle se vend comme un rouleau de PQ, elle est perçue comme un rouleau de PQ. Donc, même si c'est, encore une fois, un rouleau de PQ qui travaille très très bien et donc du coup qui génère des revenus et du bouche à oreille et voilà. Comme elle n'a pas conscience que sa méthode elle est géniale, elle attire pas des clients idéaux à elle. Donc, elle attire des gens qui ont envie d'avoir des résultats rapides, qui veulent de l'opérationnel, alors que elle est bonne dans l'opérationnel, mais elle est exceptionnelle dans cette partie-là en amont stratégique. Pour le coup, elle fait partie des rares personnes qui ont une vision stratégique et pas seulement opérationnelle d'une marque et d'une vision marketing. Forcément, comme elle n'a pas conscience, encore une fois, du génie de son outil, elle ne peut pas l'améliorer, travailler aux bons endroits. Donc, c'est-à-dire que, comme elle n'a pas conscience que le truc est incroyable, elle se dit, bah oui, c'est mon outil, donc voilà, elle le fait comme ça, et elle se dit pas, elle rentre pas dans cette logique. Donc maintenant, évidemment, c'est plus le cas. Dès qu'elle a compris la valeur de ce qu'elle faisait, à quel point c'était génial et unique, elle s'est dit, mais attends, en fait, j'aimerais vachement que tu me vois bosser pour qu'on puisse dérouler le fil et que ce truc que je fais intuitivement, on comprenne à quels endroits il est particulièrement puissant, où est-ce que ça tilte, comment est-ce que je peux faire tilter les clients encore plus fort, où est-ce que je dois travailler parce qu'en fait, là, la pédagogie, elle est pas bonne et du coup, elle permet pas de faire comprendre la puissance de mon outil. Bref, là, elle rentre dans une logique de, ok, non seulement ce que j'ai, c'est tellement unique et cool que ça vaut le coup d'investir du temps pour améliorer mes compétences à l'intérieur de ça. Et pas juste être en mode, bon, bah, de toute façon, je connais des trucs que les gens connaissent pas. Donc, là, c'est vraiment rouleau de PQ, hein. Bon, bah, de toute façon, je suis un rouleau de PQ, les gens ont besoin de moi, donc, bah, ils sont obligés de m'acheter. Quand on passe dans son mode irremplaçable, elle se dit, bon, bah, maintenant, comment je communique la valeur de ce que je fais, comment je fais de la pédagogie et en même temps, je bosse sur moi à fond pour que ce truc soit hyper calé au niveau, calibré, qu'il évolue en permanence, pour que les clients se disent, waouh, en fait, c'est ce truc qu'il nous faut et absolument rien d'autre. Et donc, comment je communique cette valeur-là, comment je fais pour l'améliorer, pour que les gens viennent me chercher moi. Comme elle pense aussi que tout le monde sait le faire, même si elle a déjà eu des clients qui ont eu des effets waouh avec son travail, bah, elle se disait juste, bah oui, c'est le résultat de mon bon travail, donc du coup, elle le mettait pas en valeur. C'est dans la continuité de la pédagogie et du travail sur améliorer l'outil qu'on va faire. Elle n'était pas en train de valoriser ce qu'elle faisait avec son outil. Et donc, du coup, bah, ça donne l'impression, quelque part, que c'est un truc, voilà, un truc, c'est normal, quoi. On a une bonne directrice marketing avec une méthode de travail un peu originale. Vous voyez le piège dans lequel on peut facilement tomber, d'avoir quelque chose d'unique, mais de ne pas savoir communiquer dessus. À l'inverse, j'ai une autre cliente qui a quelque chose de complètement unique. Elle a créé Elle a créé un organisme de formation pour les personnes qui sont en difficulté à retrouver de l'emploi et elle les forme pour retrouver un emploi, voire pour être certifiée avec une formation de vendeur. Et en fait, personne ne travaille comme elle. Elle a des résultats improbables. Et elle, pareil, elle a compris, elle a tilté le fait que ce qu'elle avait créé, c'était complètement original et nouveau et différenciant. Et donc là, elle sait qu'elle est plus chère que tous les organismes de formation. Elle s'en fout complètement. Elle double son chiffre d'affaires là tous les ans parce que les gens viennent la chercher elle en fait. Et comme elle fait ce travail en même temps d'aller voir à l'intérieur, de lever les blocages, de s'affirmer de plus en plus, bah son exigence dans sa formation est en train de grandir et avec ça la valeur qu'elle communique et la valeur qu'elle vend. Donc elle était dès le début sur quelque chose de très novateur et plus elle en a pris conscience, plus l'écosystème prend conscience de l'importance de ce qu'elle fait. Donc ça fait vraiment un effet miroir. Si vous n'avez pas conscience que ce que vous faites, si vous ne prenez pas le temps d'aller chercher ça à l'intérieur, encore une fois, autour, ça fait que miroir du fait que, bon, bah voilà, c'est un truc que vous savez faire et que les autres ne savent pas faire, mais bon, à la limite, peut-être que vous savez faire aussi des pirouettes sur une main, et puis, ok, c'est rare, mais c'est pas non plus très utile au quotidien, ou j'en sais rien. Il y a vraiment cette histoire de prendre conscience de sa valeur, ça permet aussi de mieux la communiquer. Et ça pourrait paraître manipulateur, genre, ah bah super, du coup, tu communiques aux gens qu'en fait, tu vaux plus de sous que ce qu'ils pensent. C'est pas du tout cet esprit-là, évidemment. On est dans l'esprit de, comme je leur communique la valeur, comme je leur communique mieux la valeur, je la transmets mieux. Et donc, du coup, les gens reçoivent plus de valeur, en fait, parce que j'ai pris conscience de ça.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde jusqu'à maintenant, la différence entre positionnement PQ, positionnement irremplaçable? Est-ce que il y a des questions par rapport à ça? Vous pouvez poser des questions aussi très spécifiques sur votre business et sur la façon dont vous posez des questions pour vous. Ça me permettra d'alimenter d'autres lives. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y a des points qui sont un peu flous. Pour finir, je voudrais vous donner des pistes pour aller chercher ça à l'intérieur de vous. Alors, inutile de vous dire que pour moi, pour avoir vécu pour moi et pour le vivre avec mes clientes, je pense que le coaching, c'est vraiment un outil spécifiquement adapté à aller chercher ça. Donc, un coaching qui travaille sur l'intérieur et sur l'extérieur. Moi, c'est ce que j'ai remarqué qu'il y avait d'unique dans le travail que je faisais vraiment avec mes clientes, vraiment de faire un mélange, d'aller chercher ce qu'il y a à l'intérieur d'unique et de quand même avoir le travail en regard avec l'écosystème autour, de comprendre comment on projette cette valeur incroyable que vous êtes capable de créer, mais dont vous n'avez pas forcément conscience. Et si c'est pas encore le cas, d'affiner et de bosser dans cette direction-là. Des pistes pour aller chercher cette chose unique que vous faites. Je vais vous donner des indices. On n'est pas en train de chercher à fabriquer quelque chose qui n'est pas là. On est en train de mettre le projecteur sur des choses que vous faites peut-être déjà. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est précieux. La première chose à laquelle tout le monde pense, qui est également la plus dure et la plus longue à créer, c'est je suis unique parce que je suis connue. Donc, c'est d'être reconnu pour son expertise, pour une expertise dans un domaine. Alors ça, c'est clairement le travail de l'ombre. C'est-à-dire, bon, maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est plus ou moins court comme temps, mais c'est genre, je suis Amy Schumer, comédienne américaine. J'ai fait pendant 15 ans des comédie clubs. J'ai travaillé. À un moment, je suis repérée, je fais des shows à la télé. Je sais plus sur quelle émission elle était. Enfin bref. Je deviens connue et les gens disent, parce qu'elle est relativement jeune, « Ah, mais vous êtes vraiment typiquement un cas de personne qui a réussi comme ça du jour au lendemain. » Et elle était là, « Ouais, ça fait 15 ans en fait que je fais ça dans l'ombre. » Donc oui, l'argent, la célébrité, tout ça, ça peut venir rapidement, au sens où on est repéré d'un coup et bam, ça explose. Par contre, ça vient pas facilement, au sens où tout ça a été précédé de 15 ans de taf. Donc cette posture-là qu'on envie beaucoup sur le côté célébrité, donc effectivement, je suis Florence Foresti, je commence à lancer des cours pour devenir stand-up comédienne, je suis irremplaçable instantanément. Je veux travailler avec Florence Foresti et personne d'autre. Je me dis pas, oh, Florence Foresti, c'est un beau PQ 3 feuilles, mais il y a aussi ce PQ 2 feuilles qui m'a l'air quand même pas mal, et puis il est vraiment beaucoup moins cher. Non, si je vois Florence Foresti pour donner des cours de comédie, j'ai envie de bosser avec elle. Donc cet effet notoriété, célébrité, expertise très élevée, c'est un positionnement qui crée de l'unicité en tant que tel, puisque du coup je suis irremplaçable de par ma personnalité, parce que j'ai créé une marque autour de qui je suis plus mon expertise ou mes expertises. Par contre, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et donc un gros malentendu que je vois sur le marché, c'est que les gens se disent ouais, mais bon, il faut être super connu, en fait, il faut atteindre ce point de célébrité, et donc quitte à faire beaucoup de choses sans valeur ajoutée pour atteindre ce point de célébrité. Mais en fait, c'est l'inverse. Ce qui se passe pour que ça soit durable, ce genre de positionnement, c'est qu'il y a eu beaucoup de valeur créée en amont, et qu'à un moment, ça s'est empilé, ça a fait un effet exponentiel, et au moment où les médias ou Internet, où les gens trouvent cette personne, ça se dit « waouh !» et en fait, elle devient une star, il y a eu beaucoup de taf derrière, en fait. Et donc, le positionnement peut se maintenir et peut être durable. La deuxième chose, c'est d'avoir un service ou un produit innovant. Donc, peut-être que vous faites quelque chose complètement différemment. Ça peut être aussi un mix, comme je vous disais. Ma cliente qui mélange des soins avec la méta de Flora, elle fait quelque chose d'unique parce qu'elle s'est saisie du côté anti-conseil en image. Elle a rajouté à ses compétences qu'elle avait déjà dans les soins de colorimétrie, les drainages. Et puis, elle voit, parce que c'est son histoire et sa personnalité, elle le voit, la cohérence, elle voit les bénéfices que ça amène, elle sort du marché, elle est plus en concurrence avec les autres personnes parce qu'elle fait quelque chose de complètement différent. Ma cliente qui est directrice marketing externe, c'est exactement la même chose. La façon dont elle travaille est tellement différente que c'est en tant que tel un positionnement unique. Ça peut être ta façon de bosser. Donc là, je vous parlais de mon autre cliente qui fait un organisme de formation. Elle a une façon d'aborder la formation complètement différente. Elle arrive sur un marché où il y a beaucoup d'abattage et où le but, c'est d'arriver au bout et de cravacher. Elle prend des gens sur qui personne n'aurait parié et elle bosse à fond le côté humain. Elle fait vraiment un mélange de coaching, de travail, de confiance en soi, de posture et de transfert de compétences. Et ce mix-là qui est complètement unique fait
que elle a des résultats plus rapides, elle est positionnée d'une façon complètement unique sur son marché et elle travaille avec un public qui l'éclate. Et donc pour elle, voilà, elle est d'office dans un positionnement unique à cause de la façon dont elle fait. Donc elle a un peu réinventé. C'est pas un outil différent qu'elle a, mais elle est allée dans le marché de la formation qui existe. Elle a cassé les codes de ce qui se fait dans la formation. Ensuite, ça peut être des garanties que vous offrez. Donc par exemple, c'est particulièrement intéressant pour les gens qui se lancent. Désolée. Quand on se lance, je pense à un auteur américain dont je suis complètement fan en ce moment, Jay Abraham, qui est maintenant un expert complètement, un des plus gros experts de marketing stratégique aux États-Unis. Quand il a commencé, il se vendait il remarquait qu'on voulait pas lui filer de vrais jobs, mais par contre, les gens étaient prêts à lui filer les clés d'un business en disant, tu sais quoi, si tu arrives à multiplier notre chiffre d'affaires ou si tu arrives à nous faire gagner plus d'argent, on te paye on te fait des commissions en fait. Et donc il s'est dit, très bien, je vais devenir le mec obsédé des résultats et je vais bosser à chaque fois avec mes clients dans toutes les industries différentes en mode, vous savez quoi, je vous coûte rien, à moins que je vous rapporte beaucoup, auquel cas je vous coûte beaucoup. Et donc il se payait en pourcentage sur les résultats de ses clients. Et il raconte une histoire improbable d'un client qui vendait de l'or et qui payait pour un budget très faramineux pour l'époque de pub dans le journal, je crois que c'était le Washington Post. Et lui, il leur dit, écoutez, vous me payez rien, vous payez pas un centime de budget marketing supplémentaire. Moi, je veux juste changer en fait le titre. On va faire un test. On change le titre, on teste quelques titres alternatifs à vos publicités qui vont être dans le Washington Post cette année. Et je prends, je sais plus, c'était 40% de ce que vous faites, en plus de ce que vous faites déjà. Et ce truc lui a fait une rente, je crois, de $12 000 par mois pendant genre plusieurs années, tellement le changement qu'il a fait a apporté de revenus supplémentaires. Donc ce qu'il disait, c'est que lui, stratégiquement, il allait que sur des business où il voyait qu'il y avait une sous-performance énorme, et donc il savait qu'il était capable de créer des résultats très très grands. Et puis petit à petit, il est devenu de plus en plus connu, et donc il a pu changer de positionnement, et maintenant c'est un mec qui coûte 100 000 balles la journée en consulting. Voilà, qui fait le tour du monde dans des conférences, comme tous ces grands experts. Donc voilà, le positionnement a varié. Au début, il était sur ce positionnement-là unique, puis comme je vous disais, avec le temps, petit à petit, il a développé une énorme expertise, une grande valeur ajoutée d'avoir travaillé avec autant d'industries différentes, et maintenant, son positionnement, c'est que c'est une star. Ensuite, un autre type de positionnement que vous pouvez avoir, c'est le public ou la niche que vous servez. Donc, je sais pas, donc ça, il y a quelqu'un qui est très fort là-dessus, c'est Yoga with Adriene, c'est une nana, Adriene Michler, une actrice et prof de yoga, qui a commencé à faire des vidéos sur Internet. Donc elle, c'est un mélange de plusieurs choses. Elle a créé énormément de contenu gratuit, elle était très fiable. Toutes les semaines, elle sortait son truc. Il y avait sa signature un peu à elle, sa personnalité, donc le début de la construction d'une marque perso. Et elle a fait commencer à faire des vidéos, yoga pour les crampes de ventre, yoga pour quand t'es fatigué, yoga pour les situations d'anxiété, yoga pour les gens qui font du jogging, yoga pour le matin, yoga pour les femmes enceintes, yoga pour je sais pas quoi. Et à chaque fois, c'est yoga pour avoir plus d'énergie, yoga pour avoir une bonne humeur éclatante, etc., etc. Donc, elle était vraiment sur cette segmentation et elle expliquait dans un article que au début, elle voulait pas trop faire ça parce que le yoga, c'est bon de toute façon pour tout. Mais qu'elle s'est rendue compte qu'à partir du moment où elle commençait à segmenter de cette façon-là, elle touchait énormément de monde. Elle a touché beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de monde en faisant des contenus très ciblés. Et donc, du coup, comme elle, son but, c'est de répandre le message du yoga et d'être dans un yoga. Et en plus, elle fait des trucs très faciles, très accessibles. Elle s'est dit, voilà, moi, mon but, c'est de toucher le plus grand nombre de gens possible. Cette façon de faire, elle me permet de toucher le plus grand nombre de gens possible. Et donc, maintenant, c'est des millions de personnes qui la suivent. Donc, voilà, elle est typiquement sur un positionnement irremplaçable. On va faire du yoga avec Adrienne, on va pas faire du yoga avec quelqu'un d'autre, mais pas cher. Tout ce qu'elle fait est pas hyper cher. Par contre, c'est des produits avec énormément de monde qui achètent. Donc, on peut avoir un positionnement irremplaçable sur un marché où on n'est pas hors de prix. C'est très important de garder ce truc en tête. Ensuite, vous pouvez avoir un service client exceptionnel. Genre, on sait que quand on commande chez vous, on n'aura jamais de problème. Ça va être le cas, je sais que c'est pas très populaire, mais avec Amazon. Amazon, dans le service client, voilà, on les appelle, on dit le colis est jamais arrivé. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ils n'ont pas cherché à bidouiller, à machiner. Ils m'ont dit, OK, on vous le renvoie, vous l'aurez demain. Un autre exemple de très bon service client que j'ai pu avoir, c'était avec Mou, qui font des cartes de visite, des autocollants, des trucs comme ça. Je leur ai commandé des cartes de visite.
longtemps à l'avance pour un événement, je les ai jamais reçus. Et donc, je les ai appelés en leur disant, bah voilà, les gars, mon événement, c'est après-demain et j'ai pas reçu les cartes, en fait. Et je m'y étais pris 10 jours à l'avance, mais là, je croyais qu'elles allaient arriver, mais on arrive. Ils m'ont envoyé gratuitement réimprimer toutes les cartes, renvoyé sur mon adresse en courrier express, comment on appelle ça, en transporteur. Donc, à leurs frais, tout ça, pour que je puisse avoir ma commande. J'avais commandé peut-être 30 balles de cartes, en fait. C'est ridicule. Donc, service client exceptionnel. Donc, évidemment, bah, je suis repassée par eux après. Je les ai recommandés à beaucoup de gens. Je sais que Zappos aux États-Unis était très connu. Il y a un bouquin là-dessus qui s'appelle, je sais plus quoi, l'auteur c'est Tony Sieh. Et ça s'appelle genre fabriquer du bonheur ou je sais pas quoi. Et il y a ce positionnement également très généreux, très sympa. Voilà. Il peut y avoir la longévité des produits. Donc ça, c'est un autre type de positionnement où vous garantissez que vos produits, en fait, vont durer pour toujours, qu'ils sont extrêmement solides et donc vous faites connaître là-dessus. Encore une fois, ça peut déjà être le cas. On n'est pas en train de chercher quelque chose que vous n'avez pas, mais que vous allez créer artificiellement. On est en train de chercher quelque chose que vous faites déjà. Et comme vous n'en avez pas conscience, vous communiquez pas dessus. Comme vous communiquez pas dessus, bah, vos clients le savent pas. En tout cas, c'est pas conscientisé. Comme c'est pas conscientisé, ils peuvent pas en parler quand ils parlent de vous. Donc voilà, on est dans ce réflexe-là. Et un dernier positionnement que vous pouvez avoir, donc ça aussi c'est touchy, c'est plus un truc qui se construit dans le temps, mais je vous le donne parce que je le trouve intéressant, c'est le secret des connaisseurs. Vous passez que par des réseaux privés, on peut commander chez vous que via certains trucs, il y a tout un tas de produits qui se sont positionnés comme ça, sur des clubs de vin, sur des produits un peu de haut de gamme ou exceptionnels, voilà, des choses où c'est les petits secrets, c'est comme ça qu'était positionné My Little, Paris, Lyon, tout ça au début. On est dans, tiens, c'est les secrets des bonnes copines, il faut s'abonner à la newsletter pour recevoir et pour entendre parler des bons plans dénichés par des gens qui ont vraiment fouillé et qui vont pas te ramener les adresses que tu as déjà vues 14 fois dans tous les guides. Donc le secret des connaisseurs, c'est aussi un type de positionnement que vous pouvez avoir. Donc Sarah, tu disais, j'ai l'impression que pour prendre conscience de notre unicité, il faut tuer son syndrome d'imposteur. Waouh, c'est hardcore, il faut tuer son syndrome d'imposteur. En fait, je pense que c'est un travail parallèle. Donc c'est pour ça que ça se fait bien aussi en coaching. C'est un travail sur ta valeur perso, effectivement, qui va faire que tu cherches plus à vendre quelque chose qui n'est pas là. C'est ça qui est très intéressant en fait. T'es pas irremplaçable parce que tu mens sur qui t'es. T'es irremplaçable parce que t'es hyper au clair sur qui t'es et ce que tu vends du coup. Et donc, tu cherches pas à mentir sur ton niveau d'expertise, ce que je racontais sur l'histoire du coaching. Tu cherches pas à dire, alors moi par contre, je suis hyper experte, alors le coaching, mais c'est bon, mais je connais de A à Z. Non, pas du tout. Dès le début, c'est dans ton positionnement. C'est plus qu'une histoire de syndrome de l'imposteur, c'est une histoire, mais effectivement, ça éteint ton syndrome de l'imposteur. En tout cas, ça le rend inopérant. C'est une histoire d'être juste très, très au clair sur ta valeur et d'y aller avec ce que t'es, mais sans faire semblant, sans te flageller, sans être dans la surdémonstration de alors moi je suis super débutante, donc voilà, c'est vraiment un risque de travailler avec moi. Il y a un côté très assumé, effectivement. Donc tu dis, quand tu as un positionnement service client exceptionnel, il faut déjà que les gens achètent chez toi complètement. Donc ça, c'est des positionnements, ça peut être des positionnements qui marchent très bien pour des gens qui arrivent sur des marchés où il existe déjà beaucoup de concurrents, mais qui sont très peu fiables sur leur service client. Ou je pense à l'époque où ils se sont lancés dans les services de livraison, quelqu'un qui pouvait te garantir à 100% que ton colis allait arriver. Bon, qui n'a pas eu un colis perdu par la poste? Donc la poste, c'est trop bien, c'est pratique, c'est pas très cher, c'est efficace, à condition de pas être grave pressé sur les délais et de pas non plus tenir à mort à ton colis. Si moi j'ai déjà perdu un colis qui contenait beaucoup de choses précieuses, j'étais bien deg. Donc voilà quoi. À condition de tout ça, tu peux passer par la poste. Et donc tu as des gens qui se sont positionnés à côté en disant bah on est la poste, mais en fait nous on vous garantit que c'est livré. Si c'est pas livré, on se démerde, on va racheter on va racheter le même objet et on le ramène. Enfin, peu importe. Après, tu as des gens qui vont se différencier là-dessus. Mais effectivement,
tu es sur quelque chose où tu as déjà des clients pour que ton service client soit connu. Tu as même déjà suffisamment de clients pour qu'il y ait des problèmes. Parce qu'un service client impeccable, c'est pas, ça se manifeste quand il y a des soucis comme les problèmes de livraison dont je parlais. Par contre, ce que tu peux faire quand tu débutes, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est faire baisser à 100% le risque que la personne prend en travaillant avec toi. C'est-à-dire de dire, j'en sais rien, moi, mes premières séances de coaching, par exemple, elles étaient toujours satisfaites ou remboursées. C'était si pour n'importe quelle raison, j'étais hyper claire là-dessus, je veux qu'on paye en avance parce que je suis quelqu'un de très cash et que donc du coup pendant la séance, je veux pas qu'inconsciemment le fait que tu doives me payer soit présent, donc tu me payes en avance. Par contre, si pour n'importe quelle raison, au bout de 1h30, 2 heures de coaching, tu me dis bah écoute franchement j'ai pas reçu ce que je voulais, ça a pas de valeur, je perçois pas la valeur de ce que tu viens de me proposer. N'importe quelle raison, je m'en fous complètement. Je disais aux gens, mais vous n'avez même pas besoin de vous justifier, en fait. Vous dites juste, je suis pas contente, en fait, de ce que j'ai eu. Je te rembourse. Et je te demanderai juste 2-3 questions en 5 minutes pour comprendre ce qui s'est passé et comment je peux m'améliorer. Puisque moi, mon positionnement, c'est que je cherche constamment à m'améliorer, que je suis très exigeante sur la qualité de ce que je fais. J'ai jamais eu une demande de remboursement. Même des clientes qui sont pas revenues parce que c'était pas le moment pour elles, parce que c'était très confrontant, qu'elle s'était pas rendu compte que ça allait être aussi confrontant et que du coup, elle était là, oui, finalement, j'ai changé d'avis. Jamais, j'ai eu plusieurs clientes qui m'ont dit à la fin, franchement, j'ai aucun doute, ça les vaut, donc voilà, je vais pas continuer parce que c'est juste pas le moment et parce que voilà, ça m'a remué des trucs que j'ai besoin de digérer, mais par contre, j'ai aucune discussion sur la valeur de ce que je viens de payer. Donc ça pourrait paraître risqué de se dire putain mais ouais mais imagine que tout le monde te demande des remboursements. Pareil, positionnement de rouleau de PQ, on part du principe que les gens sont des cons. On part du principe que les gens arrivent et vont toujours essayer de gratter. Et c'est vrai, il y a des gens qui essaient de gratter, mais c'est en général quand on est sur un positionnement où on joue tellement la concurrence au prix que ouais les gens vont essayer de gratter au max quoi. J'avais une collaboratrice, enfin une aventurière en fait, je sais pas pourquoi je dis ça, une aventurière au téléphone qui m'expliquait qu'elle avait bossé gratos pour un mec. Enfin, elle avait fait très très peu cher pour ses prestations, qu'il avait essayé de gratter sur tout. Elle fait de la vidéo, il a gratté sur le montage, il a gratté sur absolument tout. Et en plus, à la fin, il l'a fait bosser comme un chien. Du coup, comme il voulait pas lui payer le montage, ben, il a fait en sorte de la faire tourner d'une façon où il n'y aurait pas de montage à faire. Enfin, c'était l'enfer pour elle, ce tournage. Elle a fini par faire le montage elle-même parce qu'à la fin, elle voulait pas que la qualité du travail soit salopée par un montage dégueu qu'il aurait fait faire par son cousin, son pote, sa sœur qui bricole un peu sur After Effects ou je sais pas quoi. Et du coup, elle a fini par faire tout le taf pour un prix dérisoire. Et le mec était même pas content à la fin, donc elle était deg. Donc on est vraiment sur ce genre de positionnement où tu te dis, bah en fait le mec a payé, mais franchement il aurait mieux valu qu'il paye pas. Et à l'inverse, quand tu assumes ta valeur et que tu te dis, bah franchement si tout le monde me demande un remboursement, est-ce que c'est mieux que tout le monde te demande un remboursement, du coup tu es au clair sur le fait qu'il y a quelque chose qui va pas du tout dans ta prestation? Ou est-ce que tu préfères que les gens te disent bah garde l'argent mais ils reviennent jamais vers toi, ils te font une mauvaise pub et puis ils sont pas contents en fait. Donc toi tu as perdu une occasion de progresser et eux ils ont perdu de la thune, tout le monde a perdu. Donc voilà, pour un positionnement débutant, pour moi ce que si le temps de trouver, de faire émerger ce qu'il y a vraiment de spécifique chez vous, bossez sur le positionnement, moi de toute façon, de qualité de ce que vous faites et d'extrême exigence dans ce que vous faites. Encore une fois, c'est pas un truc à inventer, c'est un truc qui doit être vrai dans la réalité. Et deuxièmement, le fait que vous faites baisser au maximum le risque de s'engager à bosser avec vous. Alors, Déborah, tu dis, peut-on trouver seul ce qui nous rend unique? Si oui, comment? Oui, je pense qu'on peut trouver seul ce qui nous rend unique. Franchement, je pense qu'on fait pas l'économie. Je te dis ça et en même temps que je le dis, je me dis, je pense qu'on fait pas l'économie d'un travail sur soi, en fait, sur son ego, sur ses blocages à l'intérieur, parce que, bah, comme disait ça, quand t'as un syndrome de l'imposteur qui te fait rien voir, bah, c'est compliqué. Quand tu as déjà créé un truc génial, mais que t'as pas bossé sur toi, tu t'en rends pas compte, bah voilà, le regard extérieur aide quand même. Donc si jamais t'es pas du tout dans une démarche de te faire accompagner ou de bosser là-dessus, moi c'est quand même vraiment ce que je recommande. Mais il y a des gens qui trouvent leur positionnement sans ça. Bah c'est d'écouter ce que les gens te renvoient en fait, qu'est-ce qu'ils adorent chez toi, qu'est-ce qu'ils trouvent qui est exceptionnel chez toi, qui est vraiment un plaisir et appuyer là-dessus, vraiment prendre le temps de le regarder, de le comprendre, de le mettre en avant. Et puis s'il y a rien de spécifique, bah te poser la question, peut-être que tu as un positionnement où tu as uniquement écouté le marché et t'es pas du tout allé chercher à l'intérieur. Donc aller chercher à l'intérieur, à quoi elle ressemble ta boîte de rêve, même si
tu penses qu'il n'y a pas de marché pour ça? Alors Anaïs, tu dis ce qui est compliqué, c'est que tu peux passer à côté de ta spécificité, car ce que tu fais ou ce qui te paraît normal, du coup tu penses que tout le monde fait pareil alors que non. Oui. Oui, surtout que je vais rajouter là-dessus, donc moi mon coach il travaille sur un truc qu'il appelle les putains de fucking talents, donc vraiment une espèce de choses très personnelles, très intimes que tu fais exceptionnellement bien, et il y a des putains de fucking talents qui sont extraordinairement simples, tellement simples qu'on a l'impression que en fait c'est pas très pratique. Et donc pour vous faire un exemple de ma personne, mon putain de fucking talent, attention, le truc pas utilisable dans la vie professionnelle, c'est l'amour et la légèreté. Voilà. Hein, bonsoir, merci. Tu vends de l'amour et de la légèreté. Tu fais des hugs avec les gens, aux gens, mais avec des ailes. Bon, je dis ça avec ce ton-là, mais mon putain de fucking talent, je l'adore, donc je suis très très contente de ça. Mais effectivement, ça prend un temps après de reconnaître qu'il y avait ce truc-là très fort chez moi, ce mélange de densité, d'un amour énorme pour les gens et de légèreté, de capacité d'aller sur les choses avec de la légèreté. C'est ce que je fais en fait aujourd'hui en coaching, en marketing. Le marketing pour moi c'est du jeu, il y a quelque chose de très léger, de très joueur là-dedans. En même temps c'est très dense parce que c'est du relationnel, c'est une façon de comprendre les gens, c'est ce qui me plaît. Le coaching c'est pareil en fait. C'est forcément aller voir des choses inconfortables, il y a du chaos, il y a des moments difficiles à passer, il y a de l'inconfort dans le coaching. Et par contre, il y a une forme de légèreté parce que pour moi, il y a un côté très jouissif dans la façon de coacher, de se mettre en relation avec la personne. Et puis, je trouve ça magnifique. En fait, je suis débordante d'amour pour les gens qui travaillent sur eux, pour les gens en général. Et donc, du coup, ce mélange de densité et de légèreté, il est partout dans mon travail, il est partout dans tout ce que je fais. C'est juste que je m'en étais jamais rendu compte. Et voilà, c'est typiquement un talent où tu te dis, mais c'est même pas un talent. Qu'est-ce que c'est que ce talent, quoi? L'amour et la légèreté, what? Et donc du coup, c'est ce que je vous disais, prenez le temps, vraiment prenez le temps de garder cette histoire de positionnement irremplaçable. C'est vraiment pour l'instant, même si ça a que planté la graine de dire j'aimerais bien avoir un positionnement irremplaçable, je me demande à quoi ça ressemblerait de me positionner de façon irremplaçable, d'être plus affirmée, de prendre le temps de trouver ce qu'il y a d'unique chez moi et de le communiquer. Même si c'est une graine plantée, c'est pas grave, la mienne elle a mis 4 ans à pousser. Et ce positionnement-là, il va encore évoluer. Mais du coup, donnez-vous le temps de ça. C'est juste planter cette graine pour commencer à réfléchir de cette façon-là, que vous ayez une méthode unique, une personnalité, bien sûr que vous avez une personnalité unique, une façon de vous mettre en relation avec les gens qui est unique, etc. Tout le monde, toute personne qui regarde cette vidéo et tous les autres, vous avez le potentiel de créer quelque chose d'irremplaçable. C'est vraiment une question de planter la graine et de commencer à réfléchir de cette façon-là, au lieu de grincher et de se faire un positionnement de PQ et ensuite de se plaindre que les gens négocient à l'épaisseur des feuilles et au prix et au nombre de pubs Facebook qu'ils ont vus pour finir par vous acheter, quoi. Laure, tu dis, merci Laure pour tes conseils, je pense que ma plus-value est ma personne et mon vécu, donc le personnage public dont tu parlais, ce qui prend du temps. Ce qui me fait naviguer, c'est que tout n'est pas encore au clair pour moi. Peut-on être totalement honnête et transparent avec les gens? Ça paraît bizarre, mais j'ai l'impression que les gens cherchent des gens parfaits. Ok, alors déjà, oui, sans hésiter, tu peux commencer à construire ton image là-dessus. Et ça n'empêche pas de l'enrichir. Tu vois, une proposition, les gens en anglais, là, ils disent proposition de valeur unique, unique selling proposition. C'est un peu pauvre parce qu'en fait, on est sur forcément, c'était l'époque de la télé où il fallait un slogan qui résumait vraiment la différenciation. Là, on est sur quelque chose de plus riche, de plus complexe. Donc, effectivement, le fait d'être irremplaçable, c'est forcément un mélange de sauces. Puis, comme je vous disais, c'est alchimisé, donc c'est constamment en vie. Peut-on être honnête et transparent avec les gens? Oui, comme je te disais, moi, la seule cliente, j'ai déjà utilisé cet exemple dans une autre vidéo, mais la seule cliente qui m'a quittée parce que à un moment où son coaching est devenu très inconfortable, alors que on faisait franchement, on était dans du bon travail et que j'étais hyper enthousiasmée, en tout cas de mon côté, de la relation et de ce qu'on était en train de créer. Elle m'a quittée parce que j'avais pas été claire au début sur depuis combien de temps je coachais et que du coup, quand elle a su, elle s'est dit mais en fait, moi, je cherchais quelqu'un de plus expérimenté. Donc du coup, je te fais pas confiance pour m'accompagner sur ce sujet-là. Je voulais quelque chose de plus quelqu'un de plus expérimenté pour à ce point remettre en cause les fondations de ma posture.
Et c'est ok, mais tu vois, c'est un manque de transparence de mon côté ou le fait que par omission, elle se dise que je lui avais caché, qui a fait foirer le truc. Donc au contraire, l'article où j'ai expliqué que j'avais perdu 3 clientes, c'est un article qui a cartonné de ouf, où j'ai eu beaucoup de commentaires. Le live d'hier qu'on a supprimé avec Pierre parce qu'on n'était pas du tout content de la qualité et qu'on a senti la confusion chez nous, j'ai eu beaucoup de commentaires. Là, c'est polarisant. Il y a des gens qui sont pas contents, il y a des gens qui sont contents. Mais en tout cas, ça montre à tout le monde qu'on a le droit de faire des erreurs, juste sans se justifier ni rien, de dire bah voilà, j'ai fait une connerie. Je choisis de pas mettre ce truc en ligne parce que je le trouve pas bien. Il y a Gary Vaynerchuk qui est une grosse célébrité internet qui constamment dit mais j'espère que dans 10 ans je contredirai ce que je suis en train de vous dire dans cette vidéo parce que le monde change et que je vous parle de choses actuelles. Donc si vous écoutez ça dans 10 ans, probablement ce que je dis c'est stupide et c'est faux. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose d'évolutif. Et oui, absolument, si tu penses que ta plus-value, un des aspects qui te rend irremplaçable, c'est une partie de ton histoire, de ton vécu que tu as envie de partager avec les gens, bah oui, dans ce cas, tu fais pas l'économie d'être honnête. Et encore une fois, on n'est pas dans la vulnérabilité manipulation parce que ce truc, mais le truc de ah moi aussi j'ai échoué, je suis comme toi, regarde aujourd'hui je suis milliardaire, achète mes produits. C'est bon, ça me donne envie de casser des visages. Mais par contre, du vrai partage de ton expérience avec, sans justement chercher ni à te plaindre ni à tirer la pitié, juste bah voilà ce qui s'est passé pour moi en fait. C'est ok, c'est normal, ça évolue, les choses avancent, voilà ce que j'apprends. Ça c'est hyper précieux. Et justement, je pense que ça me fait penser à un autre compte Instagram qu'on m'a recommandé. Alors là, je sais pas si je vais réussir à vous la retrouver. C'est une fille qui fait du fitness et qui évidemment ne correspond pas mais du tout aux clichés qu'on a du fitness, des gens qui font des choses de fitness. Tu penses à, bon, je vais voir si je vous la retrouve, mais si je vous la retrouve pas, quand tu penses à ce que fait Céleste Barber, donc pour celles qui la connaissent pas, c'est une nana qui fait des parodies de photos de stars en se mettant elle-même en scène dans des trucs un peu, voilà, typiquement une top modèle qui se prend en photo, genre ah, et elle fait la même photo à côté. Bah, elle est clairement dans quelque chose de pas parfait volontairement. Elle a 5 millions d'abonnés, donc je pense qu'on peut dire qu'il y a des millions de personnes qui cherchent des choses pas parfaites. Donc vas-y, go Laure. Ce live a duré beaucoup plus longtemps que ce que je pensais. J'espère que ça a été intéressant et que ça vous a apporté des choses et des pistes pour votre positionnement et de comprendre pourquoi vous vous vendez peut-être comme un rouleau de PQ et il existe une autre voie, une autre façon de parler de ce que vous faites. Mettez-moi en commentaire le truc qui vous a fait tilt dans cette vidéo. Qu'est-ce qui a été vraiment le plus apprenant, le truc le plus waouh pour vous dans la vidéo ou dans l'audio si vous réécoutez ça en audio. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour un autre live saut du lit. À bientôt!